Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon été. Du coup, nous allons enfin, avec cette vidéo, qui est certainement celle qui a le plus de retard au monde, revenir sur ce qu'auront été mes coups de cœur cinématographiques de l'année 2018. C'est une chose que je pense faire désormais chaque mois de janvier, bien qu'ici nous sommes déjà au mois de septembre, c'est une chose que je ferai quand même en janvier de l'année prochaine. Je reviendrai sur ce qu'auront été mes films préférés de chaque année précédente, dans laquelle je ferai une petite cérémonie où je récompenserai dans chaque aspect, que ce soit meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et actrice, meilleur scénario, meilleure scène, et d'autres catégories que j'ajouterai certainement au fil des années. Je citerai à chaque fois les 5 films qui auront été les meilleurs dans chaque critère, pour remettre du coup une récompense à celui qui aura été le meilleur dans sa catégorie. Et à chaque deuxième partie de ces émissions-là, je ferai du coup mon petit top des meilleurs films, pour vous indiquer justement qui sera le numéro 1 et celui que je récompenserai comme étant le meilleur film. Et j'appellerai ainsi cette cérémonie les Sings Cinem Awards, et vous verrez qu'à l'oral, quand on dit SCA pour remettre une récompense cinématographique, c'est assez pratique. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on va s'installer confortablement et on va commencer tout de suite. On va commencer par les acteurs et actrices qui auront été révélés cette année, et dans chacun de ces cas, je mettrai 3 nominations. Commençons par l'actrice qui aura été révélée cette année. Les nominés sont Galatea Bellugi dans l'apparition, Ophélie Beau dans Make to My Love, Galizia Apprezio dans Roma. Et le SCA de la meilleure actrice révélée cette année est attribué à Galizia Apprezio dans Roma. Alors j'ai beau ne pas être fan du film et ne pas spécialement avoir été conquis, s'il y a bien une chose qui m'a vraiment retenu dans toutes les scènes où je me suis un petit peu ennuyé, c'est vraiment cette actrice. Au-delà du fait que c'est sa première expérience cinématographique en tant qu'actrice, elle tient vraiment le film sur ses épaules dans toutes les scènes et toutes les émotions par lesquelles elle passe, et c'est vraiment pour moi le meilleur atout du film. Et passons au meilleur acteur révélé cette année. Les nominés sont Karim Leclou dans Le Monde est à toi, John David Washington dans BlacKkKlansman, et William Lebguil dans Première année. Et le SCA du meilleur acteur révélé cette année est attribué à William Lebguil dans Première année. Alors certes, on le connaît déjà depuis un petit bout de temps, mais je trouve qu'il s'éloigne quand même pas mal au fur et à mesure du petit rôle comique qu'il avait dans Soda et qu'il répétait plus ou moins dans certains films dans lesquels il jouait. Et là, je pense que dans tous les films un petit peu plus dramatiques qu'il a choisi de faire, et j'admire d'ailleurs beaucoup au passage les choix de carrière qu'il fait et qui sont à la fois des choix osés et qui en plus sont des bons choix, et ben là, dans tous les films dramatiques dans lesquels il a pu jouer, je pense que c'est le premier dans lequel il est réellement tête d'affiche. Il faut dire que sa relation avec Vincent Lacoste aide beaucoup, mais il assure et je lui souhaite vraiment une bonne continuation pour tout ça. Et nous allons maintenant passer aux acteurs secondaires, et là nous allons commencer avec 5 nominations à partir de maintenant. Sont nommés pour la meilleure actrice dans un second rôle Alison Janney dans Moi, Tonya, Isabelle Adjani dans Le Monde est à toi, Suzanne Clément dans Le Jeu, Leila Bekti dans Le Grand Bain, et Karine Viard dans Les Chatouilles. Et le SCA de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à Alison Janney dans Moi, Tonya. Alors je me rappelle que j'avais dit, alors pas dans la vidéo, mais que je m'étais dit l'année dernière, enfin il y a 2 ans presque, lorsque Moonlight était sorti, que Naomi Harris était l'une des pires mères qui existait au cinéma. Je n'avais hélas pas encore vu Moi, Tonya, car hélas ce n'était quasiment rien à côté de la mère. Genre, tête à claque, maléfique, horrible, que comment interprète Alison Janney. Je crois vraiment que c'est la mère typique que personne ne souhaite avoir, que ce soit dans l'attitude qu'elle a avec sa fille, avec son mari, vis-à-vis de son travail et des autres gens. Et Alison Janney arrive à être insupportable à chacune des scènes dans lesquelles elle apparaît. C'est vraiment une très grande réussite et vous ne resterez jamais indifférent face à une des scènes où elle apparaît. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, les nominés sont Olivier Rabourdin dans Burnout, Michael Shannon dans The Shape of Water, Sebastian Stan dans Moi, Tonya, Henry Cavill dans Mission Impossible Fallout, et Pierre Deladonchamp dans Les Chatouilles. Et le SCA du meilleur acteur dans un second rôle est attribué à Sebastian Stan dans Moi, Tonya. Alors là aussi typiquement, on a vraiment une performance pour un personnage qui, comme Alison Janney dans le même film, semble vraiment sortir d'ailleurs, quoi. C'est typiquement un de ces maris qui bat sa femme, et on le voit dans le film véritablement, mais pourtant Sebastian Stan l'interprète d'une façon que c'est, comment dire, c'est pas qu'on a de l'empathie pour lui, c'est pas genre on comprend pourquoi ça l'amène à faire ça, mais sans aucun dialogue, il met tellement d'intensité que l'on sent véritablement le cercle vicieux dans lequel est enfermé le personnage de Tony Harding, enfermé, bloqué entre une mère qui est totalement maléfique, et un mari qui la bat. Et c'est assez horrible, même nous on n'arrive pas à s'en défaire, ça rajoute vraiment une belle complexité très gênante pendant le visionnage. Et là pour le coup, le potentiel de Sebastian Stan dans son regard sort véritablement, ça fait véritablement du bien de le voir jouer comme ça. C'est une grande réussite aussi.
On va passer maintenant à ma scène préférée de film en 2018. Les nominés sont Les excuses de la mère dans Moi, Tonya, Oh Hi Mark dans The Disaster Artist, la scène de bataille entre Jack Jack et le raton laveur dans Les Indestructibles 2, la scène de bataille finale dans Outlaw King, et la scène de torture avec sacrifice dans Le Bon Apôtre. Et le SCA de la meilleure scène est attribué à la bataille entre Jack Jack et le raton laveur dans Les Indestructibles 2. Alors, je me doute qu'avec ce choix, il y a pas mal de personnes qui vont me dire que cette scène fait plus office de scène en dehors du film, qui fait plus court-métrage à elle toute seule. 3 minutes, on va s'éclater, mais qui font tellement suspendu dans le temps qu'au final, elle ne fait pas tant avancer l'histoire que ça. À ça, j'ai envie de dire que c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est un petit peu vrai parce qu'en effet, nous avons là affaire à 3 minutes qu'on pourrait enlever du film et constituer un court-métrage à elle toute seule, mais on va quand même pas se mentir. Un des gros avantages de cette scène, c'est que Brad Bird nous montre quand même que même si on fait un film en image de synthèse, on peut quand même beaucoup profiter de situations pour faire des délires cartoonesques comme le font les films et les dessins animés en 2D, chose que ne font pas assez les films d'animation en 3D justement, parce que je vais donner quelques exemples. Là, typiquement, qu'est-ce qu'on a dans cette scène? On a carrément un bébé qui peut se jeter au sol sans qu'il se passe mal. On a carrément un bébé qui peut jeter un raton laveur 10 mètres plus loin sans que ça fasse pas crédible. Et puis en plus de ça, quand il brûle son corps, qui est un de ses pouvoirs, sa couche ne brûle pas avec. Donc en soi, on peut quand même pas dire que Brad Bird n'exploite pas parfaitement la synthèse. Et pour dire qu'elle ne raconte rien, ça par contre, ça serait un petit peu exagéré parce que bien entendu, cela dévoile bien entendu le plein potentiel des pouvoirs de Jack Jack qui, comme l'a dit Brad Bird, sont une équivalence des potentiels que plein de bébés peuvent avoir. Mais en plus de ça, on s'aperçoit quand même qu'à la fin de cette scène, quand Bob Parr, Monsieur Indestructible, vient récupérer tous les différents clones en quoi il s'est divisé, manifestement, même si il prend un petit peu de temps, il les récupère tous parce qu'ils auraient très bien pu en faire une scène avec un gag gratuit dans lequel il aurait pu en perdre un et galérer pendant 2-3 heures pour nous dire ah vous voyez le père il arrive pas à récupérer ses bébés, il s'en sort pas quand il y a pas sa femme. Non, là c'est vraiment raccord avec le propos du film qui montre que même si qu'un homme peut tout à fait rester à la maison, s'occuper des enfants et s'en sortir convenablement. Bon certes, ça va se compliquer pour lui dans ce qu'on verra dans la suite du film, mais ce n'est en tout cas pas une scène vide. Oui, ça fait court-métrage à elle toute seule, oui, je pense que c'est la scène dont les gens se sont le plus souvenus, mais voilà, c'est quand même une scène où on s'éclate beaucoup et qui fait quand même un peu avancer l'histoire, puisqu'elle introduit bien les pouvoirs de Jack Jack pour ce à quoi ils serviront à la fin du film. On va passer dans les catégories meilleurs scénarios que nous diviserons aussi en 2 catégories. Une première scénario adapté et une deuxième scénario original. Alors hélas pour les scénarios adaptés, je n'ai pas lu les matériaux de base que sont la plupart du temps soit des livres, soit des remakes ou soit des biopics. Mais l'avantage de diviser en 2 catégories, c'est qu'on distinguera mieux ainsi les scénarios écrits pour des films et des scénarios qui ne sont pas des films à la base. Donc, sont nommés pour le meilleur scénario adapté. Moi, Tonya, écrit par Steven Rogers, adapté de la vie de Tonya Harding. Spider-Man New Generation, écrit par Phil Lord et Rodney Rothman, adapté de plusieurs comics Spider-Man. The Disaster Artist, adapté par Scott Neustadter et Michael H. Weber, du livre The Disaster Artist, écrit par Greg Sestero et Tom Bissell. Les Chatouilles, écrit par Andrea Bescon et Éric Métayer, adapté de la pièce du théâtre des mêmes auteurs. Et Le Jeu, écrit par Fred Cavaillé, adapté du scénario de Paolo Genovese. Et le SCA du meilleur scénario adapté est attribué à Spider-Man New Generation. Alors certes, on a là un scénario qui est assez simple à suivre, mais ce qui fait que je lui remets cette récompense, c'est véritablement la complexité qu'ils arrivent à apporter en si peu de temps. Ils arrivent à développer des backgrounds de personnages en quasiment 30 secondes et tu parviens véritablement à t'attacher à eux. Et sur un film qui dure à peine 2 heures, là où beaucoup de films live rushent tellement tout cela que ça ne paraît pas crédible et qu'on n'arrive pas à créer beaucoup d'attaches quand ils introduisent soit beaucoup de méchants, soit beaucoup de personnages, ici ça passe vraiment nickel, il y a une grosse complexité, on a l'impression carrément de voir 2 films de 2 heures, c'est véritablement un coup de maître. Et avoir mis ça dans un tel rythme, avoir mis ça rien que sur papier, c'est vraiment assez incroyable, même au niveau des thématiques qui sont beaucoup plus remplies que pas mal de films de super-héros actuels, c'est vraiment grandiose. Et sont nommés pour le meilleur scénario original The Guilty, écrit par Gustav Möller et Emil Nygard Albertsen, 8th Grade, écrit par Bo Burnham, L'île aux chiens, écrit par Wes Anderson, Les Indestructibles 2, écrit par Brad Bird, et Mirai ma petite sœur, écrit par Mamoru Hosoda. Et le SCA du meilleur scénario original est attribué à Les Indestructibles 2, écrit par Brad Bird. Donc je disais tout à l'heure pour Spider-Man New Generation qu'on avait un tas de thématiques,
Ici, lorsque je suis allé voir Les Indestructibles 2, j'attendais bien entendu beaucoup d'action, j'attendais beaucoup de développement de personnages et un attachement particulier à eux, mais j'attendais aussi beaucoup de thématiques traitées de façon aussi riche que l'ont été celles du premier film. Ici, on a exactement la même chose, on a une très belle continuité du traitement de la société actuelle, des critiques du système soit médiatique, soit un petit peu politique, ou les assurances et tout ce que vous voulez. Et on a bien sûr pas mal de dilemmes, notamment vis-à-vis des deux personnages principaux. Certes, ici les enfants sont beaucoup moins développés que dans le premier film, mais c'est plutôt pour amener au développement des parents ici. Je parlais tout à l'heure du propos de l'égalité des sexes que ce film essaie de mettre en avant. Il le met avant avec beaucoup de finesse, sans être vraiment beaucoup martelé. C'est vraiment très fin et c'est très crédible. Et bien entendu, c'est un film qui bien entendu parle beaucoup des vrais inconvénients qu'amène l'intervention des super-héros, mais surtout les répercussions que ça a sur l'humanité. Ce qui rend les humains vraiment passifs, qui repose tout, les responsabilités et les actes sur les super-héros, et ainsi on peut vraiment y voir un parallèle avec la technologie et le progrès, quoi. À chaque fois qu'on a un nouveau progrès ou une nouvelle technologie qui arrive, quand on commence à s'habituer, malheureusement on commence à trop se reposer dessus et plus trop sur les capacités que l'on pourrait développer, et ce qui peut nous rendre un petit peu plus faibles que d'autres de temps en temps. Voilà. Maintenant passons aux acteurs et commençons déjà par les actrices. Sont nommées pour meilleure actrice Sally Hawkins dans The Shape of Water, Margot Robbie dans Moi, Tonya, Saoirse Ronan dans Lady Bird, Toni Collette dans Hérédité et Andrea Bescon dans Les Chatouilles. Et le SCA de la meilleure actrice est attribué à Toni Collette dans Hérédité. Je n'ai pas spécialement été conquis par ce film non plus, j'ai globalement beaucoup apprécié la deuxième partie, j'ai trouvé la première partie un peu trop longue à se mettre en place, mais s'il y a bien une chose, comme d'habitude, qui a vraiment tenu le film sur ses épaules, c'est vraiment Toni Collette. À quasiment chaque scène et même progressivement tout au long du film, elle gagne de plus en plus en intensité dans son jeu, tu la sens extrêmement investie et très honnêtement, je crois que je n'ai pas vu d'autres performances d'actrices qui sont allées aussi loin intensément que elle dans son rôle de mère complètement en détresse par rapport à ce qui arrive autour d'elle, dans sa famille, pour sa fille. Et du coup, ça fait que même si on s'ennuie un petit peu dans la première partie et qu'on peut trouver la deuxième partie un petit peu longue, honnêtement, il n'y a qu'à l'observer et on est pris dedans, on est juste terrifié, on a beaucoup de peine pour elle, c'est vraiment terrible, ouais. Et sont nommés pour le meilleur acteur François Civil dans Burnout, James Franco dans The Disaster Artist, Bryan Cranston dans L'île aux chiens, Marcello Fonte dans Dogman, et Romain Duris dans Nos batailles. Et le SCA du meilleur acteur est attribué à James Franco dans The Disaster Artist. Le personnage qui sort certainement le plus de l'ordinaire de tout ce que j'ai vu cette année. Quand on connaît un petit peu le contexte, la véritable histoire de Tommy Wiseau, et qu'on connaît un petit peu, qu'on a vu son film The Room, et qu'on connaît un petit peu les travers du film en ayant lu son livre The Disaster Artist, dont le film est une adaptation comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait déjà que le mec sort un petit peu de nulle part, il a une attitude qui est très... qu'il n'y en a pas deux comme lui, et ben James Franco arrive parfaitement à retranscrire tout ça. Je n'ai absolument aucune idée de s'il a repris trait pour trait le caractère de Tommy Wiseau, et j'ai conscience, on m'a bien dit que pas mal de choses avaient été un petit peu romancées dans le film, mais très honnêtement sa performance sort véritablement du lot, t'as véritablement l'impression d'avoir un personnage devant toi. Certes on reconnaît assez James Franco dans son visage, mais le mec est tellement capable de jouer beaucoup de choses que lui aussi porte pas mal le film sur ses épaules, et tu ne t'ennuies jamais en regardant le film, t'es toujours pris, t'es toujours curieux d'en voir plus, t'as toujours envie de voir comment il va réagir à telle scène, comment il a pu avoir l'idée de telle chose, l'idée de telle scène, l'idée de telle réplique ou de telle chose qu'on a pu critiquer dans The Room. Et la version de Franco est super crédible, c'est hilarant, c'est juste génial. Et avant d'aborder le top 10 de mes films préférés de l'année dernière, parlons du meilleur réalisateur. Sont nommés pour meilleur réalisateur Craig Gillespie dans Moi, Tonya, Brad Bird pour Les Indestructibles 2, Christopher McQuarrie pour Mission Impossible Fallout, David Mackenzie pour Outlaw King, et Peter Ramsey, Rodney Hoffman et Bob Persichetti pour Spider-Man New Generation. Et le SCA du meilleur réalisateur est attribué à Peter Ramsey, Rodney Hoffman et Bob Persichetti pour Spider-Man New Generation.
À peu près pour les mêmes raisons que j'ai évoquées lors de la remise du meilleur scénario. Ce qui compte bien entendu dans un scénario, c'est surtout comment est-ce qu'on l'intègre dans le film. Et quand je disais précédemment qu'on avait l'impression que le scénario pouvait tenir sur 2 films, c'est justement la réalisation qui amène un tel rythme et une telle complexité qui fait qu'on arrive à accumuler un tas d'informations grâce à l'animation qui est absolument magnifique. Il y a quasiment pas de mots pour définir, c'est juste, t'as jamais vu ça ailleurs, et ça paraît ça a l'air très aléatoire, mais à la fois très maîtrisé, la façon dont c'est animé, et dont c'est rendu graphiquement. Et dans un tel rythme, ils arrivent du coup à créer un tas de background de personnages, un tas d'informations qu'on arrive à accumuler et que même si on ne se souvient pas de tout, on reste tout de même investi car c'est suffisamment bien rythmé et l'animation permettant justement beaucoup de ce genre d'extravagance, ça marche à merveille. Et également pour la direction des acteurs qui doublent à merveille chacun de leurs personnages, ça passe aussi par beaucoup le traitement des thématiques qui, comme je l'ai dit, est d'une richesse juste gigantesque. Quand on ressort, t'as la pêche, t'as la gagne pour faire beaucoup de choses et tu en ressors avec beaucoup de réflexion et ça c'est très grandiose. Et pour un film d'animation, c'est quand même extrêmement adulte tout ce que ça traite. Nous arrivons enfin dans le top 10 de mes films préférés de 2018. À chaque fois que je veux savoir quel est ce top 10 pour moi, je reprends la liste des films que j'ai vus dans l'année, et à chaque fois que je tombe sur un titre et que je me dis celui-ci c'est un de mes préférés de l'année, je le garde dans une liste pour ensuite faire un classement. Et donc en 2018, il y a eu 16 films dans lesquels j'ai réagi comme ça en me disant que c'était un de mes préférés. Étant donné que du coup il y en a 16, je vais parler des 16e jusqu'au 11e sans les énumérer. Pour le coup, je parlerai dans l'ordre en commençant par le 16e en arrivant jusqu'au 11e. Eux, j'en parlerai juste quelques secondes pour vous dire un petit peu en quoi il s'est démarqué du reste pour moi. Et nous nous attarderons un petit peu plus longtemps sur les 10 premiers. Donc commençons. Under the Silver Lake. Et déjà pour commencer, attendez-vous à ce que je cite maintenant dans mes 16 films préférés des films que soit je n'ai pas beaucoup nommés, voire pas du tout dans mes récompenses, ou alors que la place que j'attribuerai à un film n'est pas forcément en adéquation avec le nombre de récompenses ou de nominations que j'ai pu lui donner, parce que là, maintenant, le top 16, ça va être purement mes goûts par rapport à l'ensemble du film, ce qui ne veut pas dire forcément que une seule qualité d'un film n'est pas forcément meilleure que la qualité que l'on trouve, que cette même qualité que l'on trouve dans un seul autre film. Donc je passerai pas mon temps à me justifier et à dire pourquoi est-ce que j'ai préféré tel film à un autre, pourquoi j'ai préféré tel scénario, telle réalisation, tout ce que vous voulez. Voilà, partez de ce principe-là, il y aura peut-être des surprises dans ce classement. Donc je disais, Under the Silver Lake tout simplement parce que c'est un de ce genre de labyrinthe dans lequel j'aime beaucoup me perdre parce que typiquement j'ai pas compris beaucoup de choses à chaque fois qu'il y a un élément qui revenait. Je me doutais que ça avait un sens mais je ne m'y retrouvais pas, mais c'est tellement un trip visuel et ça va tellement loin dans ses péripéties que du coup c'est un labyrinthe dans lequel moi j'aime me perdre personnellement. The Guilty qui est un huis clos d'1 heure et demie dans lequel un policier va tenter d'enquêter par téléphone avec plusieurs personnes et ça ne se passe que de son point de vue. Et honnêtement, en 1h30, les retournements de situation, même si j'en ai vu certains, sont super bien gérés, c'est super prenant, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et j'ai été voir ce film en plus en ne sachant quasiment rien, donc c'était d'autant plus génial. Comme As You Are, qui est un de ces films dans lesquels déjà le personnage interprété par Chloé Moretz c'est super attachant, super mignon et super touchant. T'as vraiment de l'empathie pour ce qu'on lui fait et ce qui lui arrive, et pour ce qu'elle vit aussi. Mais le film a quand même une ambiance tout de même assez chaleureuse dans laquelle tu suis les personnages avec assez d'intérêt, malgré le fait qu'il y a des scènes quand même qui sont assez dures. Mirai, ma petite sœur de Mamoru Soda, qui comme la plupart de ses autres films a des thématiques et une histoire de base assez terre à terre mais dont les péripéties surréalistes font que tu t'investis là-dedans, qui te montrent toute la complexité avec ce petit garçon qui va grandir quand il va comprendre à quel point il ne doit pas être totalement jaloux de sa petite sœur qui genre lui pique l'amour de ses parents. Ghostland, qui est genre le film devant lequel j'ai le plus flippé cette année. La réalisation était super bien rythmée, c'était super prenant et les actrices, notamment oui, les actrices étaient extrêmement douées. Et enfin, en mention honorable, je terminerai par le jeu, que j'ai pas mal comparé comme étant une sorte j'allais dire de Black Mirror à la française, ou comme si Black Mirror décidait de faire un film comique, parce que très honnêtement, la plupart des situations, t'as quand même aussi pas mal de situations malaisantes dans lesquelles tu détestes les personnages et que tu les trouves complètement cons et complètement antipathiques. Et ça t'offre quand même pas mal de réflexions. Alors oui, la fin peut être assez à sujet controversé, c'est vrai. Mais bon, pour que ça reste... Enfin, je vais pas en dire trop, mais je trouve que justement ça te laisse encore avec beaucoup de questions, ça te laisse imaginer beaucoup de choses sur ce qui peut se passer par la suite. Donc ouais non, c'est une comédie qui est extrêmement bien trouvée, ça offre beaucoup de réflexions et les acteurs sont très très bons là-dedans. Là aussi huis clos dont les dialogues m'ont pas mal rappelé le prénom et qui fait que je me suis d'autant plus régalé quoi. Allez, à partir de maintenant c'est parti. En numéro 10,
L'île aux chiens. Le film d'animation de Wes Anderson, d'ailleurs son deuxième film d'animation qui nous a sorti après le premier qui était Fantastic Mr. Fox, qui était sorti en 2010, je crois bien. Du coup, il nous resserre un truc en stop motion avec tout un casting 5 étoiles en version originale, je précise. Et l'histoire quand même est assez adulte là aussi. Très honnêtement, j'imagine justement assez mal des enfants regarder ce film et pleinement l'adorer. Très honnêtement, s'il y a des gens qui ont emmené leurs enfants voir ce film et qu'ils ont vraiment adoré, genre ils vont le mater aussi souvent qu'ils peuvent mater un Pixar ou un Disney ou même un DreamWorks, j'en sais rien. Je serais très curieux de savoir ça, ce qui leur a autant plu parce que du coup là typiquement c'est ce genre de film qui prouve que l'animation n'est pas un truc à répertorier seulement pour les enfants, parce que ça c'est un truc qui s'adresse beaucoup plus aux adultes, dans ces thématiques politiques, dans ces thématiques animales aussi un petit peu, sur l'évolution que certains d'entre eux peuvent avoir. Voilà, on retrouve toujours tous les plans ultra symétriques de Wes Anderson qui nous régalent beaucoup. On y retrouve beaucoup ces thématiques sur l'affiliation, l'attachement, sur beaucoup de choses quoi. Et la musique aussi fait extrêmement bien le taf. Il y a pas mal de thèmes qui te ressortent lorsque tu ressors de ce film. Donc ouais, c'est ce genre de film dans lequel tu t'éclates tout simplement, malgré le fait que c'est quand même très sérieux ce qui se passe à l'écran quoi. En 9ème position, The Disaster Artist. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'histoire de The Room est quelque chose qui sort tellement de l'ordinaire que si tu l'adaptes en film, et je le rappelle encore une fois, qui est adapté d'un roman qui est écrit par un des acteurs de The Room, qui n'est donc pas Tommy Wiseau mais Greg Sestero, l'acteur qui partage l'affiche de The Room avec lui. Quand tu vois cette histoire au cinéma, ça ne peut donner qu'un film qui sort de l'ordinaire, dont tu vas te souvenir de beaucoup de choses, tu vas te souvenir de beaucoup de scènes parce que c'est des scènes que tu aurais genre jamais imaginé voir un jour dans un film. J'ai beaucoup parlé de la performance de James Franco, le personnage de Tommy Wiseau qui est décrit dans le film, enfin c'est juste inédit quoi, toutes les idées qu'il a pu avoir sur ce film. Des fois je trouve que certaines choses ne sont pas hyper claires, mais voilà, ça aussi c'est le genre de film dont quand tu vas regarder, tu vas t'en souvenir de ce film, tu ne l'oublieras pas. Et c'est tellement fascinant, et au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est que ce genre de film qui parle justement de la conception d'un film et qui peut faire un peu making-of ou faux making-of d'un autre film, c'est très souvent l'occasion de faire une déclaration d'amour au cinéma. Mais ici, au-delà de ça, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est purement un film, une déclaration d'amour aux amoureux du cinéma. Et ça, honnêtement, je crois que j'ai pas encore beaucoup vu ça, très honnêtement. J'avais l'impression que le film me disait ouais, continue à aimer le cinéma, continue à rêver là-dessus, et même les gens qui du coup ne sont faits que pour se planter, tant qu'ils essayent, bon bah voilà, bon apparemment là je le redis encore une fois, beaucoup de choses ont été très romancées et je pense, ça se sent un petit peu car j'avouerais que la toute fin du film ne m'a pas spécialement convaincu, je vais pas spécialement en dire beaucoup, mais je l'ai pas trouvé la toute fin, les dernières secondes très très crédibles. Mais enfin bref, je veux dire tout le reste était tellement hilarant, tellement palpitant et tellement cool que je ne prends que mon pied aussi devant ce genre de truc. Et j'en profite pour dire, pour parler du fait que j'ai certainement vécu une des meilleures séances de ma vie avec ce film parce que je l'ai vu, du moins je l'avais revu à un moment donné dans une soirée dans un cinéma d'art et essai sur Lyon qui diffusait tout d'abord ce film, The Disaster Artist, et une fois qu'il t'avait mis l'eau à la bouche pour que tu aies envie de savoir qu'est-ce que ça donnait The Room à l'écran, et ben justement, juste après ça, on t'a diffusé The Room. Du coup, ça fait qu'on était tous venus pour la même chose, pour voir Disaster Artist suivi de The Room, et je vous jure, l'ambiance était tellement folle dans la salle. Pendant le film, tout le monde riait aux éclats, et quand The Room a suivi, on a crié dès qu'on voyait des cuillères dans des cadres à l'écran, on a répondu aux personnages qui disaient salut, on a signalé tous les défauts du film comme si tout le monde le connaissait par cœur. Voilà, c'était purement un truc ultra hilarant, une séance extrêmement bonne pour lesquelles pourtant j'avais déjà vu les deux films. Mais voilà, c'est ce genre d'événement qui fait extrêmement plaisir. En 8ème position, Astérix, le secret de la potion magique. Je dois avouer que de base je ne suis pas un très très grand fan de Alexandre Astier, j'aime quand même assez bien Kaamelott, quand je tombe dessus je regarde un petit peu, mais je ne ris jamais spécialement aux éclats, je trouve quand même les dialogues très intelligents, mais voilà, ce n'est pas un truc dont je suis extrêmement admirateur, mais je me suis toujours dit que Alexandre Astier sur Astérix, j'étais persuadé que ça pouvait donner un truc extrêmement intelligent, car de base j'aime beaucoup justement l'univers d'Astérix, et je m'étais toujours dit que si Astier venait à mettre ses dialogues, venait mettre sa vision de beaucoup de choses, ça pouvait donner un truc
extrêmement bon, mais pourtant j'avais juste bien apprécié Le Domaine des Dieux, le film d'animation qui était sorti il y a 4 ans, mais j'en ai pas non plus été super conquis, et ben là pour le coup avec Le Secret de la Potion Magique, qui est une histoire originale écrite par Astier, là pour le coup j'ai été conquis parce que il s'approprie parfaitement l'univers d'Astérix, il y ajoute de nouvelles choses qu'on n'avait encore jamais vues, mais que des fois on se demande pourquoi on les a jamais vues ici, c'est super éclatant, là aussi c'est super rythmé, là aussi ces comédiens s'en donnent à cœur joie, et là aussi ils donnent vraiment une magnifique vision de comment peut réagir n'importe quel Français dans telle situation, une réflexion sur la politique actuelle, sur la France actuelle, sur comment se comporte la France, vive le pays du fromage et tout ça, c'est bref, c'est juste un gros éclat et c'est le meilleur film, bah oui, c'est même le meilleur film d'Astérix pour moi qu'on a fait depuis Mission Cléopâtre. Alors c'est vrai qu'en dehors du Domaine des Dieux, c'était peut-être pas ultra compliqué, c'est vrai, mais je me suis pas autant éclaté devant un film Astérix. Je crois que les seuls films Astérix devant lesquels je m'éclate autant, ce sont les deux versions de l'adaptation de BD, Astérix et Cléopâtre, le film d'animation et le film de Alain Chabat, quoi. C'est juste extraordinaire aussi. En 7ème position, Pupille. Il y a un truc que j'aime beaucoup quand je fais mon top, c'est que à chaque fin d'année, on commence déjà à se faire un petit top et à commencer à se dire notre top 10 va ressembler à ça, il y aura ci, et on croit que notre classement est définitivement prêt. Et là, quasiment le dernier jour, t'as un film qui sort et qui vient tout chambouler. Et ben, Pupille, pour moi, ça a été ça. Un film que je n'avais pas du tout vu venir, dont je n'avais quasiment pas entendu parler avant qu'il ne... même lors de sa sortie, je n'avais quasiment pas entendu parler. Mais bon, il y avait tellement de critiques dithyrambiques et il commençait tellement à bien marcher que du coup, ben, ça a titillé ma curiosité. Même pourtant, l'histoire ne m'attirait pas non plus tant que ça. Mais pourtant, mon Dieu, qu'est-ce que ce film était touchant du début à la fin. Ça, je sais que depuis que le film Police de Maïwenn est sorti, on s'est beaucoup amusé à comparer beaucoup de films et à dire c'est le Police de tel secteur d'activité. Je pense notamment au film, comment il s'appelle le film de médecine avec Vincent Lacoste et Reda Kateb là, le... Oh là là, mais attendez, en plus je n'ai entendu parler que de ce film récemment, là c'est... le mec qui a fait première année médecin de famille là... Ah, punaise, je vais pas faire durer la vidéo trop longtemps quand même. Surtout que là il y en a plein dans les commentaires où qui doit être en train de me dire mais t'es con, c'est tel film. Bref, vous m'avez compris, je pense c'est non mais faut que je le retrouve. Hippocrate, voilà. Voilà, on disait beaucoup que Hippocrate c'était un peu police dans le milieu médical. Et ben Pupille c'est police mais dans les agences d'adoption parce que là aussi ça te plonge en plein milieu des agences d'adoption, tu vois à quel point leur métier, à la fois tu comprends qu'ils adorent leur métier parce que bah forcément quand tu aimes les enfants c'est un film devant lesquels quand tu aimes les enfants et les bébés en général, ça ne peut quasiment que te toucher, hein. Et les gens qui sont dans ce métier du coup bah tu sais qu'ils ont un attachement très spécial envers eux, mais du coup à quel point toutes les complications qu'ils peuvent avoir, à quel point c'est délicat, une scène qui m'a particulièrement marqué et que je pense que rien que pour ça vous devriez la voir. Bah du coup, quand il y a une scène où tu as une dame de l'agent d'adoption qui va chez des futurs parents et qui leur annonce pourquoi elle pense que ses parents ne sont pas prêts et qu'elle leur refuse le dossier pour un enfant particulier et que se plaignent que ça fait des années qu'ils essaient d'en avoir, quand tu vois leur réaction à eux, leur frustration, tu te dis waouh, mon Dieu quoi, c'est terrible des fois. Mais voilà, c'est vraiment un de ces films qui m'a vraiment pris aux tripes et les acteurs étaient vraiment, enfin Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch et même Élodie Bouchez étaient vraiment extraordinaires. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs films français qu'on a fait cette année. Ouais, c'est super prenant, vraiment. Si vous aimez un tant soit peu les enfants et les bébés, je pense que vous allez instantanément adorer ce film, foncez. En 6ème position, le voilà, Burnout. Alors là, ça a été vraiment la bonne surprise française de ce début d'année pour moi. Un de ces films qui tente de mélanger un petit peu plusieurs genres et plusieurs ambiances dans une histoire forcément de trafic de drogue, mais surtout l'attrait principal du film, ce sont surtout les courses-poursuites en moto qu'effectue François Civil. Alors François Civil qui est un acteur qu'on n'arrête pas d'entendre parler depuis notamment ce début d'année, qui a enchaîné les grands réalisateurs français, les excellents films et les excellentes histoires, que moi personnellement j'avais surtout découvert dans Five il y a maintenant, ça fait déjà 3 ans, et que du coup c'était le premier rôle dans lequel je le voyais après Five. Ce film est sorti du coup en début janvier et du coup c'est genre 1 an après ce film qu'on a définitivement commencé à beaucoup entendre parler de lui et qu'il a beaucoup cartonné et que c'est très mérité je trouve. Voilà, pour moi c'est vraiment ce film qui m'a vraiment révélé tout son potentiel, tout son
tout son acting et beaucoup de choses et qui m'ont fait que j'espérais le voir beaucoup dans d'autres films, et ben cette année ça a été fait. Donc je disais surtout que donc c'est l'histoire d'un mec qui pour régler les dettes de sa copine qui doit beaucoup d'argent à des dealers, ben va faire des livraisons parce que c'est un mec qui souhaite devenir pilote de moto professionnel et qui du coup, bah, vu qu'ils savent qu'il a du talent là-dedans, et bah, ils vont lui faire des livraisons très rapides pour qu'il puisse régler ses dettes. Et les séquences de poursuite en moto, quand parfois il se fait poursuivre par des flics ou des fois il a justement peur de se faire repérer ou que le timing est ultra serré, et en plus de ça les dealers qui lui rajoutent la pression, t'as beaucoup de plans serrés, c'est waouh, enfin t'es pris, t'as super peur quand tu vois tout ça, t'as l'impression d'être encore dans un film d'horreur dans lequel tu sais que quelque chose de grave va arriver, mais voilà, t'as super peur que quelque chose foire. Et du coup, tu sais qu'à tout moment, n'importe qui va péter les plombs ou va peut-être changer ses conditions. Voilà, moi j'ai retenu mon souffle à plusieurs moments pendant ce film et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler au final. Voilà, je veux dire, si on soutient beaucoup en ce moment enfin, alors bon, je dis tout de suite que je n'aime pas beaucoup le terme film de genre, mais bon, du coup, je pense que vous m'avez compris, mais tous les films qui tentent de mélanger plusieurs genres, du coup, dans le cinéma français, notamment avec Grave et Revenge sorti récemment, ça, c'est typiquement le genre de film qu'il faut regarder parce que ça tente beaucoup de choses qu'on aimerait voir plus souvent dans le cinéma français, donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit beaucoup de choses, juste foncez, là aussi, de toute façon, à partir de maintenant, dès que je vous parle d'un film, c'est qu'il faut forcément foncer, quoi. En 5e position, Lady Bird. Ce teen movie sorti également en début d'année dernière, pendant la période des Oscars d'ailleurs, qui avait pas mal misé dessus. C'est un film que là aussi j'ai trouvé globalement très touchant, assez riche, bon, qui est notamment porté par l'excellente Saoirse Ronan qui avait déjà définitivement fini de me faire tomber amoureux d'elle grâce à Brooklyn, sorti aussi il y a maintenant 3 ans. Là, elle a un rôle que je trouve, un personnage que je trouve vraiment très pétillante, que j'aime beaucoup suivre tout au long du film et qui a des aspects, une caractérisation qui peut paraître un peu antipathique parfois, mais elle arrive tellement à lui donner une belle complexité assez touchante que du coup, on aime la suivre et on a envie qu'elle réussisse dans ce qu'elle entreprend, dans ses études. Et qu'elle puisse s'en sortir dans la relation avec sa mère, même la mère on ne la déteste pas tant que ça parce qu'on sent un petit peu la complication de la complexité de leur relation. Le père aussi est extrêmement attachant et les personnages qui l'entourent aussi et tout ce qu'elle traverse, tu la sens très ambitieuse, tu sens qu'elle a envie de faire beaucoup de choses et c'est typiquement ce genre de personnage que j'aime beaucoup, qui est très actif et qui a envie de faire beaucoup de choses. Et voilà quoi, ça traite de beaucoup de choses par lesquelles on passe quand on est adolescent. J'ai pas grand chose à dire en soi, ça aussi c'est ce genre de film dans lequel j'ai trouvé tellement chaleureux que j'ai beaucoup suivi les personnages avec eux dans leurs péripéties. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très beau et pas grand chose à dire de plus quoi, c'était chaleureux. Ouais, c'est le mot qui résume un peu ça aussi ce film pour moi. Maintenant pour le top 4, je pense que vous pouvez deviner assez facilement si vous avez vu mes récompenses, quels sont les 4 films qui seront dans les premiers, mais du coup dans quel ordre seront-ils? Allez, en 4e position, moi Tonya. Alors ce truc, ça aussi, ça a été une des grandes surprises des Oscars. Le film que je m'étonne presque pourquoi il n'a pas été carrément nommé dans meilleur film. Parce que là aussi, t'as vraiment beaucoup de choses qui sortent du lot, un peu à la façon de Disaster Artist, parce que là aussi, t'as affaire à un personnage qui est tellement, je parle bien sûr de Tonya Harding, interprété génialement par Margot Robbie, qui a certainement son meilleur rôle, dans lequel elle a une très grande performance, qui prouve d'ailleurs qu'elle peut justement jouer autre chose que la bimbo ultra sexy qu'on avait bien vu, qu'on a beaucoup retenu d'elle du Loup de Wall Street de Scorsese. Mais en plus de ça, elle a totalement cassé cette image également dans plusieurs scènes là-dedans. Elle est vraiment pas du tout à son avantage physiquement. Enfin, tu sens quand même que c'est très forcé, mais bon, ça fait tellement assumé que c'en est même hilarant. Mais là aussi, du coup, c'est une histoire qui est complètement folle. Enfin, tu te demandes si t'as l'impression, c'est le genre de truc, t'as l'impression qu'il y a qu'au cinéma que tu peux voir ce genre d'histoire, mais pourtant, on te l'ancre tellement dans la réalité, en plus dans les différents points de vue, parce qu'il faut savoir que ce film est raconté d'abord du point de vue de Tonya, mais qu'à plusieurs reprises, ils prennent le point de vue de sa mère, de son mari, et du coup, tu sais jamais trop qui croire, c'est quand même, enfin oh là là, ça aussi, c'est ultra bordélique, et t'es presque malaisant, parce que, comment expliquer ça? Il y a des tas de scènes où tu t'éclates, mais à la fois t'es presque coupable de t'éclater parce que tu te dis mais c'est vraiment arrivé ce genre de truc quoi, mais oh là là là, c'est juste, je serais très curieux de savoir ce qu'en ont pensé les réels personnages dépeints dans le film, du coup, ce qu'ils ont pensé de la vision que le film a, parce que bon bien sûr c'est quand même assez assumé quand même que
que c'est quand même une fiction, que c'est juste tiré de faits réels, mais voilà, c'est extrêmement bien joué. La réalisation a beaucoup de moments qui sortent du lot avec l'utilisation de ses musiques, avec les mouvements de caméra et beaucoup de choses. Voilà, t'as des scènes qui sont quand même complètement folles, c'est ultra... voilà, t'as une réalisation qui est quand même assez... qui est quand même assez... Alors, pour ne pas dire extravagant encore une fois, je vais dire assez... qui est aussi imaginative et aussi rebelle que l'est un petit peu le personnage de Tonya, qui a envie de faire beaucoup de choses et qui a envie de faire ses preuves, et ça aussi c'est ultra prenant. Là aussi honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, il faut juste... c'est pas un film qui s'analyse forcément, ça c'est un film, tu le vis, tu t'es pris dans le rythme, tu réfléchis pas, enfin ça te fait réfléchir pour après. C'est là aussi tu t'éclates, tu sais jamais trop quoi ressentir quoi, et c'est ça qui est génial, t'es toujours perdu dans tes émotions là-dedans. En troisième position, au pied du podium, Spider-Man New Generation, ou Spider-Man Into the Spider-Verse en VO. Et je suis certain que celui-ci vous l'attendiez encore plus haut. Parce que c'est vrai que j'ai tellement eu l'occasion de m'étendre sur sa réalisation et son scénario qui sont pour moi les deux points essentiels du film. Donc globalement, qu'est-ce que je peux rajouter? Globalement, j'ai un peu l'impression que n'importe qui s'intéresse au cinéma a déjà vu ce film et l'a quasiment forcément adoré dans toute sa complexité, dans toute sa mise en scène. Voilà, c'est moi qui suis de base un très grand fan de Spider-Man, du moins notamment vis-à-vis de la trilogie de Sam Raimi avec laquelle j'ai grandi dans les années 2000, avec laquelle j'ai connu Spider-Man. Mon autre référence dans l'histoire de Spider-Man, c'est la série de 94 que je connais pour le coup par cœur. Donc, que je connais Peter Parker, j'y avais même pas pensé. Bref, donc... ce sont mes deux références et du coup, une fois que la trilogie était terminée, ils ont rebooté déjà 2 fois la saga. Et j'arrivais, même si je trouvais des qualités à chacun des films sortis depuis, j'arrivais toujours pas à rentrer dedans et à rêver autant à tel point que je m'étais dit c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui a trop grandi? Est-ce que c'est juste les films qui ne sont pas aussi riches et aussi bien foutus que ne l'étaient les trois de Sam Raimi, je tiens à préciser, parce que même le 3, s'il vole un petit peu moins haut, je trouve qu'il a quand même d'énormes qualités. Mais en découvrant ce film, je me suis aperçu, non, il suffisait simplement, si tu veux raconter une nouvelle histoire de Spider-Man, t'as qu'à juste bien la raconter de façon très renouvelée, t'as qu'à juste intégrer de nouveaux personnages, t'as qu'à juste intégrer, si tu veux rendre tout ça complexe, fais-le en animation parce que t'auras plein de techniques qui vont faire que ça va beaucoup mieux passer. Et du coup, tu vas t'éclater, tu vas réfléchir, tu as envie de devenir un super-héros, mais à la fois tu sais que ça va être extrêmement difficile. C'est justement cet aspect-là que je trouve avait beaucoup moins géré les nouveaux films, et c'est justement ça pour le coup qu'avait beaucoup géré la trilogie de Raimi et la série des années 90 qui font que je suis autant attaché à Spider-Man. C'est qu'à la fois il te donne envie d'être un héros, mais à la fois pas envie parce que tu sais que c'est extrêmement dur, toutes les responsabilités qu'impliquent tes grands pouvoirs. Et voilà, j'ai adoré également tous les personnages qu'ils ont intégrés. Le personnage de Spider-Gwen, alors déjà de base je suis également beaucoup fan de Hailey Steinfeld. Elle aussi, elle interprète une Spider-Gwen très touchante que tu trouves super badass, que tu as envie de voir dans d'autres films. Enfin, tu as envie de voir un spin-off limite sur elle et sur quasiment tous les personnages qui sont intégrés dedans. Voilà, ça fait des clins d'œil à tout va. Je voulais juste rajouter que je comprends pas pourquoi ce film n'a pas aussi bien marché que peuvent marcher les films chez DC ou chez Marvel. Alors je sais pas si c'est alors... Bon, cela dit ça va, il a quand même eu un beau succès aux États-Unis et dans le monde, mais alors en France, j'ai pas du tout compris à quel point ce film n'a pas dû dépasser le million d'entrées. Toute la trilogie de Sam Raimi dépasse les 6 millions d'entrées, chose que d'ailleurs très peu de films Marvel, enfin je parle en tout cas, même de films de super-héros. La trilogie de Sam Raimi, c'est quasiment les 3 films de super-héros qui ont été les plus vus en France. Quand ils ont fait des reboots, ça tourne autour de 2 millions d'entrées, et là on ne dépasse même pas le million d'entrées, alors que pourtant quasiment tout le monde était dithyrambique sur ce film aussi. Alors je sais pas si c'est parce qu'en France on a cette vision, comme j'en parlais tout à l'heure, que film d'animation, c'est pour enfants, mais pourtant si c'est pour enfants justement il aurait pu cartonner quoi, les Moi Moche et Méchants, les Toy Story, les Shrek, tout ça ça cartonne, et pourtant on a quand même pas mal communiqué, enfin... Non ouais, vraiment je n'ai pas compris pourquoi... il s'est tapé aussi peu d'entrées en France, donc apparemment je pense que ça va avoir une suite, donc s'il y a une suite j'espère qu'ils vont quand même beaucoup miser dessus, et qu'on va beaucoup en parler, parce que ce truc doit avoir une suite, parce que ça doit approfondir le personnage de Spider-Man, ça doit le faire évoluer comme ça, donc voilà, c'est tout ce que j'aurais rajouté pour ce film, on va passer à la suite. En deuxième place, Mission Impossible Fallout. Alors pour revenir très rapidement sur la saga Mission Impossible, qui est une des meilleures sagas d'action modernes je trouve, j'aime beaucoup le premier film de De Palma, je trouve qu'il a son ambiance très propre et que ça ressemble bien à un film de De Palma. Le deuxième, c'est celui que beaucoup considèrent comme le moins bon, à peu près moi aussi, mais je m'éclate quand même beaucoup dedans parce que tu sens quand même beaucoup que John Woo s'éclate dans sa mise en scène, même si quand il se prend au sérieux ça ne marche pas du tout.
Le troisième, c'est ce genre de film, t'apprécies beaucoup sur le moment, t'aimes beaucoup l'action et t'es même pris dans le dilemme des personnages, mais pourtant à la fin, tu retiens pas spécialement les scènes d'action, tu retiens plus les enjeux qu'il y avait, notamment vis-à-vis du fait que Ethan Hunt voulait protéger sa femme, et tu retiens beaucoup le méchant de Philip Seymour Hoffman, mais c'est un de mes préférés, je pense, de la saga. Le 4, réalisé par Brad Bird, c'est mon préféré de la série pour beaucoup de raisons. Le 5, bon, je trouvais que l'action du 5 était très bien, l'histoire était très complexe et très bien vue, mais l'action enchaînait tellement les scènes d'action que des fois t'avais un peu l'impression de too much à un moment donné, d'enchaîner trop de scènes d'action en si peu de minutes, mais ça restait un excellent film. Et puis du coup, Fallout est du coup mon préféré après Protocol Phantom, le quatrième. Tout simplement parce que pour moi ce film ça a été une véritable attraction. Il y a des tas de scènes que au passage j'ai failli nommer dans mes scènes préférées de l'année. Il y avait tellement de scènes d'action, je sais pas, la séquence dans les toilettes, la séquence de son parachute, la séquence de moto dans Paris, la séquence en hélicoptère à la fin, elles sont complètement folles tout ça. Mais voilà, t'as des tas de scènes qui vont rentrer dans les annales des meilleures scènes d'action qu'on a jamais faites au cinéma, et qui pour le coup sont extrêmement prenantes. Voilà, pour moi ça a été un vrai parc d'attractions parce que je suis passé devant des tas de sensations fortes, comme si j'étais dans un grand vide dans plusieurs de ces scènes d'action. Tom Cruise est ultra investi, t'as l'impression qu'il ne vieillit pas du tout, il fait toujours ses cascades, il est toujours ultra ambitieux, il tient véritablement à nous livrer le meilleur film d'action possible, et ça pour moi ça mérite vraiment d'être salué. On va pas se mentir, c'est surtout les scènes d'action qu'on retient, voilà, c'est vraiment un film, quand tu en sors, tu parles de telle scène d'action, ensuite il y a telle scène d'action qui te revient, enfin c'est juste complètement fou, tu te demandes pourquoi il n'y a pas plus de films d'action qui sont aussi ambitieux que ça, qui n'essayent pas d'enchaîner autant de scènes d'action mémorables. Voilà, c'est ça pour moi la différence par rapport au cinquième, je parle du cinquième parce qu'il était réalisé aussi par Christopher McQuarrie, c'est que dans le cinquième tu retenais des scènes d'action, mais je trouvais qu'elles s'enchaînaient un petit peu mal, et du coup ça gâchait un petit peu le rythme du film, mais qui faisait que du coup je les retenais pas spécialement les scènes d'action. Là pour le coup tu les retiens à 100%, McQuarrie a fait un grand boulot, et même dans les scènes plus posées t'as vraiment une belle esthétique, une excellente photographie. Voilà, pour moi c'est vraiment le film d'action peut-être le plus créatif dans sa réalisation de cette année. Bon, et maintenant on va passer au numéro 1. Et ça me fait bien plaisir parce que je crois du coup que c'est la première fois qu'un film qui est celui que j'attends le plus d'une année finit le premier de mon top. Et donc vu que vous avez vu mes nominations et récompenses tout à l'heure, je pense que vous avez compris que je parle bien sûr du film Les Indestructibles 2. Oh là 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 là, 14 ans d'attente pour le film qui était à l'époque mon film d'animation préféré, qui depuis a été détrôné par Toy Story 3. Mais waouh, on a attendu ce film pendant 14 ans, et mon dieu que ça valait le coup quand on voit un peu ce que ça a donné. Alors, je me suis un petit peu posé la question, je vais pas vous mentir, quand on connaît le contexte de la filmographie de Brad Bird, qui avait du coup, je parlais tout à l'heure du quatrième Mission Impossible, parce que c'est un film qui est extrêmement inventif dans sa mise en scène, dans son scénario et dans ses cascades, et qui ose faire des scènes d'action très posées et très calmes que tu retiens tout de même beaucoup. C'est le génie de Brad Bird tout simplement. Et ensuite, quand tu sais qu'il a ensuite fait À la poursuite de demain, qui était un de ses rares films à parler du futur de façon très optimiste, et qui bizarrement n'a même pas marché, tu te demandes, enfin moi je me suis beaucoup demandé pourquoi, parce que pour moi c'est un film qui est assez nécessaire. Tu te demandes si, il a pas fait un peu Les Indestructibles 2, à mon sens c'est un film qui allait se faire le jour où il enchaînerait peut-être 2-3 flops, et qui du coup les producteurs lui diraient non, on ne veut pas te financer de tel film parce que t'as moins de succès dernièrement, tu ne veux pas nous faire Les Indestructibles 2, je suis persuadé que là ça aura du succès, on regagnera confiance en toi. Honnêtement je pense qu'il y a un petit peu de ça dans le fait, dans pourquoi est-ce qu'il a fait ce film aujourd'hui, mais de toute façon je lui faisais totalement confiance pour nous livrer la meilleure suite qu'il pouvait. Honnêtement c'est la suite authentique, il n'y avait que ça qui ne pouvait se passer après le premier film, donc du coup tu retrouves les personnages avec une grande joie, Alors même si je regrette un petit peu du coup que les enfants Flèche et Violette notamment n'ont pas été beaucoup développés dans cette suite, ça c'est un petit peu dommage, alors que pourtant je voyais très bien des pistes qu'ils pouvaient développer. Je ne sais pas, Flèche qui se met à faire de la compétition de sport à la fin du premier, ils auraient pu un peu le montrer en difficulté, avoir une tentation de vouloir quand même être premier. Bon après je dis ça leur a peut-être fait un peu régresser, mais je crois qu'en fait c'est ça le truc qu'il y a dans ce deuxième film, c'est que même si je pense que Brad Bird avait toujours eu des idées pour faire un deuxième film, je pense qu'il a beaucoup estimé que ces personnages n'avaient pas spécialement à évoluer dans ce film. Il s'est juste dit que c'était peut-être temps de mettre un peu plus en avant Madame Indestructible, donc Elastigirl, plus en avant, parce que du coup c'était elle qu'on ne voyait surtout, on voyait surtout l'étendue de ses pouvoirs que au début et à la fin du film, même si tu voyais beaucoup son intelligence et son grand recul qu'elle pouvait avoir sur beaucoup de choses dans le premier film. Là elle a totalement l'occasion de briller dans
toutes ces scènes, dans son intelligence, dans... En fait, c'est par des petits riens que Brad Bird arrive à glisser un excellent propos et à bien développer ses personnages. Moi, je pense à Elastigirl, il y a 2 scènes qui me font vraiment penser à comment il arrive à bien la développer. Je sais pas, t'as le passage où quand elle attend qu'il se passe quelque chose de criminel dans une ville, elle dit à ceux qui l'emploient pendant des années, j'ai engueulé mon mari parce qu'il écoutait la fréquence de la police en attendant qu'il se passe quelque chose, et moi ça me rendait folle de rage, et moi je me retrouve à sa place, je suis une belle hypocrite. Ça, c'est typiquement le genre de passage qui rend le personnage ultra complexe et qui te montre à quel point on est tous un peu hypocrites au final, quoi. Ça, c'est juste génial. Et un autre passage aussi où t'as carrément son fils qui l'appelle pour lui demander un renseignement qui n'est rien à côté de ce qu'elle est en train de sauver, et pourtant elle trouve quand même 2 secondes pour lui dire je ne peux pas te parler, je suis au travail, mais regarde sous ton lit. Enfin, ça, c'est, tu la sens tellement investie dans sa famille, enfin c'est juste du génie pour moi, ce genre de dialogue. Et du coup, je parlais du propos, on y voit beaucoup un propos sur l'égalité des sexes qui veut prouver que la femme peut partir au travail pendant que le mari s'occupe des enfants. Alors ça ne veut pas dire que ça va être très difficile et que ça ne va pas être difficile et qu'il va quand même rencontrer des galères. Mais du coup, tu sens quand même qu'il lui aussi a envie de s'investir, que c'est totalement crédible et que ça passe sans que ce soit martelé. Et que donc, c'est un film qui, je trouve, est très progressiste et nous encourage déjà à évoluer dans nos mentalités, mais du coup également la thématique principale qui m'a beaucoup marqué, du coup c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la passivité des gens face aux super-héros qui interviennent quasi systématiquement, et on peut y voir un parallèle à la technologie, mais ça je l'ai abordé tout à l'heure, et ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, hein. Le fait que plus il y a de progrès, plus on se repose dessus, et moins on développe nos capacités, et donc plus faible on devient. Voilà, alors on a beaucoup critiqué notamment le méchant, l'hypnotiseur, sur le fait qu'on voyait beaucoup venir qui c'était. Alors très honnêtement, je comprends pas les gens qui se... Alors, c'est vrai que tout le monde ne s'en plaint pas, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours là à dire qu'on le voit venir? C'est vrai, bon, même moi j'avoue, je l'avais pas forcément venir parce que je suis naïf certainement, mais même en le voyant venir, enfin c'est surtout ses motivations qui comptent, et c'est... quand on y regarde bien, j'ai du mal à considérer ce méchant comme un antagoniste réel. Alors certes, parce que c'est quoi ses motivations au final? Bon, là je spoil un peu, donc si vous n'avez pas vu le film, partez donc. Mais c'est quoi ses motivations? Il veut juste rendre les gens moins passifs, en supprimant les super-héros certes, mais il ne veut pas les tuer. Parce que voilà, quand même Elastigirl demande si elle veut le tuer, elle lui dit non, je vais juste vous utiliser. Alors certes, elle veut faire une sorte d'attentat en faisant rentrer un bateau dans toute une ville. C'est vrai qu'il risque d'y avoir des morts, mais putain, c'est pas Thanos non plus. Lui, il veut carrément tuer une grande partie de l'humanité parce que, ok, ça se comprend, il a un passé tragique, mais elle ne veut pas tuer des gens. Elle veut juste les faire sortir de leur zone de confort, qu'ils se bougent un peu dans leur vie. J'ai du mal à considérer ça comme une antagoniste. À côté de tous les antagonistes surprises que Disney nous sort, notamment avec Coco, Zootopie et La Reine des Neiges, qui sont quand même au final décrits comme des méchants, elle, on la décrit pas spécialement comme méchante, et c'est ça que j'ai trouvé très fort, c'est qu'au final, le méchant du film, c'est presque la passivité des gens, c'est presque les gens en eux-mêmes, et j'ai trouvé ça très fort, parce que du coup, ce qui la pousse à agir comme ça, c'est parce que ses parents ont été passifs et se sont reposés sur les super-héros. Et du coup, t'as quand même beaucoup de points de vue sur est-ce que le père de cette méchante a eu raison de faire ce qu'il a fait, d'appeler les super-héros plutôt que d'aller se cacher. T'as quand même 2 points de vue qui diffèrent et tu peux adhérer à l'un ou l'autre, t'as des torts et des raisons pour les deux. Et donc ça, pour moi, oui, c'est un grand coup de génie de Pixar, c'est un de ses meilleurs films, et c'est un film qui, d'accord, surtout en termes de scénario, est un pilier du cinéma d'animation récent et un chef-d'œuvre quasi à égalité avec le premier. Ok, le premier est un petit peu supérieur parce que notamment, j'avoue que le seul point qui m'a un peu déçu, mais quand je dis déçu, c'est rien dire, c'est un petit peu les scènes d'action que je trouve moins créatives que n'ont été celles du premier film, mais voilà, le film est tellement riche que tu le retiens, que tu réfléchis après, que moi, ça me donne envie de pas être passif, ça m'encourage à beaucoup de choses. Voilà, pour moi, Les Indestructibles 2, c'était le film qu'il fallait qu'on ait cette année. C'est un film dont il faut se souvenir parce que j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup plus éclaté devant, qu'on en a retenu les messages qu'il veut nous porter. Donc je pense qu'honnêtement, si un jour vous voyez ce film, essayez quand même d'en retenir les messages forts qu'il veut porter. Ça vaut vraiment le coup, voilà. Bon voilà, je me suis autorisé beaucoup de temps sur le numéro 1 de l'année, sur Les Indestructibles 2. Du coup, je vous laisse un peu voir ce que ça a donné, hein, tous les films qui ont eu, combien de nominations j'ai donné à tel film, combien de récompenses, et du coup, à quelle position il se trouve maintenant. Voilà, donc du coup, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié que je revienne malgré le retard sur tous ces films de l'année dernière. Alors je sais, j'ai pas parlé de certains films, notamment je n'ai pas abordé Ready Player One, je n'ai pas abordé Avengers Infinity War, je n'ai pas abordé Bohemian Rhapsody, alors que ce sont pourtant des films que j'ai vus. Si vous voulez qu'on en parle un petit peu, les commentaires sont là pour ça. J'ai vu tous ces films et j'en ai vu des tas d'autres que j'aurais pu parler, qui avaient de très bons aspects ou des moins bons, mais je n'avais simplement pas la possibilité d'en parler avec le concept que je me suis donné.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour reparler de cinéma dans de futures vidéos. À la prochaine!